L'utilisation de l'énergie hydraulique remonte à l'Antiquité. Elle a débuté avec les moulins à eau, dont les installations étaient situées à proximité des cours d'eau. Ces moulins actionnaient des roues qui permettaient à leur tour de moudre le grain ou de puiser une certaine quantité d'eau, notamment dans le but d'arroser les cultures. Plusieurs années plus tard, soit en 1880, l'électricité fait son apparition au Canada. Au commencement, les centrales électriques fonctionnent au charbon, mais on se rend rapidement compte des nouveaux avantages que l'utilisation de l'électricité hydroélectrique peut apporter, ce qui va avoir pour effet de favoriser son émergence. Dès 1885, une première centrale hydroélectrique est mise en fonction près de la chute Montmorency afin d'éclairer la ville de Québec. L'année suivante, en 1886, grâce au pouvoir hydraulique de la chute Montmorency, des lampes électriques à incandescence sont utilisées pour la première fois dans des résidences et des magasins, puis dans les rues et les places publiques l'année qui suivra. À Montréal, c'est en 1892 que la première installation hydroélectrique est construite sur le canal Lachine. La force des chutes d'eau est alors utilisée afin de faire tourner les turbines qui produiront à leur tour l'électricité. À cette époque, puisque le territoire du Québec renferme de nombreuses rivières, la province devient le centre du développement électrique. Le début du 20e siècle est alors marqué par la construction de nombreux barrages et de centrales hydroélectriques à proximité des rivières. En 1898, des hommes d'affaires américains et canadiens fondent la Shawinigan Water and Power. Cette entreprise a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'hydroélectricité au Canada. À partir des années 1920, elle figure parmi les entreprises les plus importantes du pays. En 1963, on assiste à la nationalisation de l'électricité. Ce processus débute en 1944 sous le gouvernement libéral d'Adélard Godbout avec une première nationalisation. Soit la nationalisation de la compagnie Montréal Light, Heat and Power, une compagnie qui exerçait un monopole critiqué sur la vente de l'électricité dans la région de Montréal. C'est alors ensuite que nous assistons à la naissance de la Société Hydro-Québec. Cette nouvelle société avait notamment pour mission de fournir de l'énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles et commerciales et aux citoyens de cette province aux taux les plus bas compatibles avec une saine administration financière. Toutefois, il est important de mentionner que le territoire que cette société couvrait n'était pas uniquement limité à la région de Montréal. En effet, la production et la distribution de l'électricité au Québec sont sous le contrôle d'une dizaine d'entreprises étrangères, dont la Shawinigan Water and Power. La seconde nationalisation, quant à elle, débute en 1962 sous le gouvernement Jean Lesage. En effet, en 1962, à l'extérieur de Montréal, on constate que les tarifs des compagnies privées sont élevés et que le service à la clientèle est souvent déficient. René Lévesque, ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement libéral de Jean Lesage, n'est pas d'accord avec les tarifs élevés des compagnies privées et il décide de les attaquer. Il va donc s'opposer à 11 compagnies, dont la plus puissante est la Shawinigan Water and Power Company. Suite aux élections déclenchées par Jean Lesage concernant la nationalisation de l'électricité, les libéraux obtiennent la victoire. Ainsi, le 1er mai 1963, le gouvernement achète les 11 compagnies privées afin de les fusionner à Hydro-Québec. Par conséquent, les deux nationalisations de l'électricité ont permis à Hydro-Québec de devenir un des principaux producteurs d'électricité en Amérique du Nord. Par ailleurs, sous l'effet de la nationalisation de l'électricité, il y a eu une hausse marquée du nombre de travailleurs dans l'entreprise québécoise d'Hydro-Québec qui est passée de 8 900 à 14 000 travailleurs.
Dans les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, la consommation d'électricité augmente rapidement au Québec, principalement en raison de l'apparition de plusieurs appareils électriques qu'on retrouve désormais dans les maisons. On remarque également que plusieurs centrales hydroélectriques ont été construites pendant la Seconde Guerre mondiale afin de répondre à l'augmentation rapide de la demande en électricité engendrée par la production d'avions et de munitions. Le 24 mai 1945, le premier ministre Maurice Duplessis fait adopter une loi afin de favoriser l'électrification rurale, c'est-à-dire l'électrification des campagnes. En 1945, on pouvait d'ailleurs constater que seulement 19% des fermes du Québec avaient accès à l'électricité, alors qu'en 1955, suite à l'adoption de la loi sur l'électrification, les régions éloignées, 90% des fermes y ont désormais accès. Rapidement, les centrales hydroélectriques déjà construites se révéleront insuffisantes pour répondre à la demande croissante en électricité. C'est pourquoi, en 1945, les installations hydroélectriques et thermiques se multiplient soudainement. De 1920 à 1950, les centrales hydroélectriques produisent plus de 90% de la capacité totale de la production du Canada. Cependant, ce pourcentage diminuera après les années 1950 et passera sur la barre des 60% en 1976. Cette diminution est due non seulement aux centrales thermiques à combustible fossile, qui constituent un remplacement à prix concurrentiel, mais aussi au nombre limité des sites hydroélectriques toujours existants près des grandes villes, ce qui augmente les coûts de transport. En 2010, 59% de l'électricité produite au Canada est de sources hydroélectriques. Le reste de l'électricité est produit à partir de d'autres sources, soit du charbon, du nucléaire, du gaz naturel, du pétrole et des sources d'énergie renouvelables autres que l'électricité.